Dominique Riquet, déjà merci d'avoir accepté cette interview pour ouvrir cette Innovation Day d'ITRANS. C'est d'ailleurs d'ITRANS qu'on va parler pour commencer. En quoi un pôle de compétitivité comme celui-ci permet de maintenir, voire même de développer un savoir-faire ferroviaire? Parce qu'il n'y aura pas, il n'y aura plus de capacité de maintenir et de développer un outil industriel de niveau mondial s'il n'y a pas une capacité de recherche et de transfert technologique qui soit de niveau mondial. Et donc, dans une industrie aussi compétitive au niveau mondial que le transport, le pôle de compétitivité, c'est une absolue nécessité. C'est même pas un instrument supplémentaire, c'est une absolue nécessité. On va beaucoup vers les clusters, les regroupements, les réseaux dans la production au niveau industriel. Et donc la capacité d'attirer, de maintenir d'abord ces opérateurs, d'attirer de nouveaux opérateurs pour renforcer, pour avoir des clusters qui soient vraiment dans la course mondiale, il faut leur donner une capacité de recherche, de transfert, qui soit organisée, regroupée. Je crois que c'est vraiment la définition même d'ITRANS et du pôle de compétitivité. C'est à la fois de regrouper les savoir-faire et d'en attirer de nouveaux. Comment Bruxelles, justement, perçoit ces pôles de compétitivité? Il les perçoit comme un outil de défense européenne sur des sujets qui sont dans la compétition mondiale, où on voit bien les Chinois, les Coréens, les Japonais, mais aussi les Américains, voire les Russes, être dans cette course-là. L'Europe, pour se défendre, elle doit effectivement regrouper ses forces et les projeter vers l'avant dans un système de recherche, dans un système de capacité de faire avancer les produits et l'outil industriel. Comment le député européen que vous êtes voit l'avenir du ferroviaire? L'Europe, ça a été, c'est encore d'ailleurs probablement le leader mondial du ferroviaire. C'est-à-dire les plus grandes capacités d'innovation, les grandes percées technologiques, les systèmes, le signal système universel. Donc on tient la tête, mais on sent bien nos adversaires, l'haleine chaude de nos adversaires dans notre nuque. Donc l'Europe dit que, elle a besoin de développer son système ferroviaire parce que c'est un moyen de système, c'est un système de transport massifié, qui est un système social, qui est un système performant sur le plan écologique, sur le plan du transport. Donc on a besoin, nous, d'avancer pour des raisons de transport. Et on a aussi besoin, bien sûr, de préserver notre place de leader mondial. Et à ce titre-là, il faut continuer à se projeter dans les avancées technologiques, dans le progrès. Il faut continuer à tenir la corde et être les leaders. Comment aujourd'hui les instances européennes encouragent le développement du ferroviaire? Le milieu ferroviaire, il est aussi paradoxalement extrêmement éclaté entre 28 États membres qui ont des règlements, des spécificités qui cloisonnent en quelque sorte l'espace ferroviaire, et entre des opérateurs ferroviaires qui sont, pour la production de matériel roulant ou pour les infrastructures, aussi très éclatés. Alors moi, je ne vais pas revenir sur la tarte à la crème de l'Airbus du ferroviaire, mais je pense qu'il faudrait plus de coordination, plus de concentration en ce qui concerne les industriels. Et en ce qui concerne les États, il faut harmonisation, simplification, interopérabilité, et puis des normes de sécurité qui soient harmonisées. C'est l'objet d'ailleurs du volet technique du 4e paquet ferroviaire. Vous parliez de simplification. Comment aujourd'hui on peut simplifier? Il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord pour avoir un vrai système ferroviaire européen, c'est-à-dire que les normes de sécurité, les certificats de sécurité, les éléments de l'interopérabilité, les éléments physiques de l'interopérabilité, les certifications des matériels roulants, enfin tout ça, ça soit quelque chose qui soit européanisé. On pense qu'effectivement, l'agence ferroviaire, qui jusqu'ici était une agence de normalisation, elle peut devenir une véritable agence de contrôle et de certification, en accord avec les autorités nationales, certes, mais quand même comme un guichet unique. Un mot sur Shift to Rail. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? On peut en attendre un support à la fois financier, je crois, c'est important, et aussi un support logistique avec la capacité de regrouper les acteurs, à la fois les acteurs publics et les acteurs privés, au service d'un projet de recherche ou deux projets de recherche ferroviaire qui soient à la fois réaliste pour l'industrie, réaliste pour les clients, qui ait une vraie capacité d'améliorer l'état actuel de la performance ferroviaire et de continuer, comme on le disait précédemment, à nous porter comme des leaders mondiaux. Il faut souligner que c'est la première fois qu'il y a un programme aussi important dans les transports qui est consacré au ferroviaire, puisque c'est quasiment 10 fois plus que dans le programme précédent. Sur cette Innovation Day, on va évidemment parler d'innovation. Quels sont de votre point de vue les freins ou au contraire les leviers à l'innovation dans le monde du ferroviaire?
Eh ben, c'est les égoïsmes nationaux, qu'elles soient portées par les États, qu'elles soient portées par les opérateurs de transport. Voilà, c'est ça, enfin les égoïsmes. Les intérêts, on va le dire comme ça, les intérêts nationaux. Et il faut quand même que le monde ferroviaire comprenne et se pénètre du fait que s'enfermer dans des systèmes nationaux au titre d'intérêt politique, au titre d'intérêt économique, c'est absolument contre-performant à l'avenir, parce que c'est contre-performant pour le système ferroviaire en général, et pour le système ferroviaire vis-à-vis des autres modes. On voit bien que le progrès du ferroviaire n'est pas à la hauteur de ce qu'on en attend. Moins 10% du fret, 6% des personnes transportées, c'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc il y a d'immenses possibilités à la condition qu'on privilégie la vision du futur aux crispations du passé.